À Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir immense de retrouver tout le peuple africain et panafricain pour votre concentré d'actualité panafricaine sur Info TV. Oulu Africa débute à l'instant et ce soir, nous faisons en parallèle, nous allons nous appesantir eu égard à la situation inhabituelle qui se déroule du côté des États-Unis avec, si l'on s'en tient aux dernières nouvelles et à la confirmation qui nous est apparue, le président Biden qui renonce à briguer un second mandat. Et ce soir, nous allons nous appesantir au travers de cette situation et nous interroger sur justement ce qui peut être un enseignement pour les démocraties africaines. Le président Biden se sentant mal, affaibli visiblement et surtout malade de Covid-19, a décidé comme ça, en réagissant aux différentes pressions qui lui sont faites, d'abandonner tout simplement l'ambition présidentielle. Peut-il servir de référence sur le continent africain lorsque l'on sait que dans bien des pays, cette situation n'est pas très loin d'être aussi visible? Nous en parlons en introduction de ce plateau de Oulu Africa. Est-ce que les États-Unis peuvent s'avérer un modèle en termes de gouvernance, en termes de démocratie? On introduit Oulu Africa avec cette problématique. Nous irons aussi du côté justement des rapports entre l'Afrique et l'Occident. Nous allons nous appesantir sur ce qui est qualifié communément de bien mal acquis. La dernière actualité en date nous fait savoir que c'est le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, qui est désormais sous les feux des projecteurs avec cette histoire, cette affaire même de 900 000 € de costume qui lui est servi. Il a d'ailleurs, pour la cause, annulé la visite d'État prévue le 15 juillet du côté de Paris. Le président Idriss Déby a décidé de ne pas y aller en signe de protestation contre cette enquête lancée par le parquet national en France, parquet national financier, qui justement reproche au président Déby ses achats faramineux, alors que selon eux, il y aurait quelques soucis de gouvernance et même de pauvreté du côté du Tchad. Nous en parlons aussi ce soir sur Oulu Africa. Mesdames, Messieurs, le menu vous a été présenté. Permettez-moi de souffler en régie. Je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir.
retour sur le plateau de Ouro Africa et pour cette odyssée panafricaine sur Info TV, nous avons convié 4 personnalités de l'espace médiatico public ou même politique camerounais. Et la toute première qui justement nous accompagne chaque fois qu'il est question de Ouro Africa sur Info TV est justement le jeune politologue qu'on ne présente plus, Paul Stéphane Menunga, une fois de plus, qui est parmi nous ce soir pour nous distiller la science politique. Bonsoir Paul Stéphane, bienvenue. Bonsoir Stéphane Balga, bonsoir aux copanélistes ou aux co-discutants, bonsoir à tous les internautes et téléspectateurs qui sont déjà scotchés en ce moment. Merci à vous, Paul Stéphane Menunga, pour la présence renouvelée. Tout en face de vous, à ma gauche proche, nous avons un acteur politique majeur qui nous vient de la commune de Ngoumou. Jean-Baptiste Atemengue Anvouna, monsieur le maire, est présent parmi nous. Nous lui disons bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir monsieur Mbarga, bonsoir à vos téléspectateurs qui vont nous suivre. Et je salue les copanélistes que vous allez présenter et en espérant que nous serons à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs qui vous suivent chaque lundi soir. Merci Jean-Baptiste Atemengue. Je poursuis l'exercice avec un autre habituel de ce plateau. Lui, il nous vient de la société civile, j'aime à le dire. Jean-Moïse Mbok, docteur Jean-Moïse Mbok, vous êtes une fois de plus sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane et bonsoir à mes co-panélistes et au DP que vous avez présenté tout à l'heure. Bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Afrique dans sa globalité et spécialement à monsieur le préfet du Fundi. Il est un grand frère et un ami et il sait que j'ai beaucoup d'amour et de respect pour lui. Merci Jean-Moïse Mbok pour cette salutation à l'endroit de l'autorité administrative du Fundi, le préfet Djegden. Exactement. Si je ne me trompe pas. Emmanuel. Je poursuis et je termine la présentation avec le 4e et dernier invité. Il est d'ailleurs le seul confrère sur le plateau, Timothée Essomba Abina, le DP, comme j'aime à l'appeler, est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir très chaleureux à tous mes copanélistes et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est toujours un bonheur que d'être invité sur le plateau très sélect de Ouro Africa, dans lequel nous prestons en apprenant. Merci de prester en apprenant, cher DP. Une fois que je l'ai dit, nous allons sans protocole aucun rentrer dans la première problématique qui interpelle le peuple africain ce soir avec cette nouvelle venue du pays de l'oncle Sam. Je commence par vous, Jean-Moïse Mbok. Alors, c'était pas une surprise à proprement parler pour ceux qui sont attentifs au marigot politique américain, mais finalement, nous l'avons appris en fin de soirée hier, le président Biden a dû renoncer, mais la problématique n'est pas celle qui concerne l'électorat américain. Nous observons, vu d'Afrique, est-ce que cette façon d'opérer sur le champ politique ne pourrait pas parler à d'autres décideurs africains qui, justement, s'entendent peut-être le poids de l'âge, s'entendent la maladie, s'entend peut-être la mauvaise gouvernance et l'échec programmatique, serait obligé de laisser comme ça le pouvoir à d'autres mains plus expertes. Non, c'est pas le même contexte. Le contexte américain s'appuie sur des leviers qui ne sont pas les mêmes leviers que les autres contextes dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, à côté de la structure du parti que nous connaissons, soit démocrate, soit républicain, et les autres, parce qu'il faut rappeler qui y a les autres, mais les principaux, c'est démocrates et républicains. C'est quand même une structure qui met en place une idéologie et qui se choisit des hommes pour poursuivre cette idéologie. Ce qui fait donc que dans le fonctionnement du parti, un homme n'est pas indispensable, c'est l'idéologie qui est indispensable. Ce qui fait donc que pour qu'un homme soit mis à cette place ou confirmé, il y a des leviers sur lesquels on va se tenir. J'ai parlé du parti, oui. Mais à côté du parti, il y a les financiers du parti ou les financiers de l'homme candidat. Dans la logique américaine, un candidat qui est validé, qui est intégré, qui est accepté, a des financements qui l'accompagnent. Oui. Et à côté de ces financements, généralement c'est les lobbying. Les lobbying qui savent que tel volet de la politique
les accompagne, les soutient, les supporte, ils apportent des financements. Donc il y a une logique qui amène un chef d'État à dire oui ou non dans le contexte américain. Si vous allez ailleurs, il faudrait tout de même préciser, Jean-Moïse Mbok, que Joe Biden, lui, il avait répondu à cette question et avait estimé qu'il se sentait en capacité de poursuivre. C'est pour ça que je dis que dans leur logique, l'homme qui est porté doit correspondre aux critères qu'impose le parti, les financiers et les lobbying. Donc, quand tous ces trois segments sont d'accord, je laisse même les grands électeurs, mais quand tous ces segments sont d'accord que voilà l'homme qu'il nous faut, qu'ils soient en santé ou pas, ils le mettent là. Il vous souvient qu'on a connu des présidents sur chaise roulante aux États-Unis. Donc, ce n'est pas le handicap, n'est pas un problème dans la machine américaine, parce qu'un homme ne gouverne pas seul. Il gouverne à partir d'un parti, et le parti est appuyé par et les financiers, et les lobbying, et les grands électeurs, naturellement les militants. Donc c'est une structure qui est quand même centenaire. Ce qui fait que dans leur logique, dans leur fonctionnement, le problème n'a pas été forcément l'état de santé de M. Biden. C'est la vie. Les images que nous avons vues où un président confond Mitterrand à Emmanuel Macron, où il confond Volodymyr Zelensky à Vladimir Poutine, où il se... Un lapsus. Répété, de façon répétitive, des chutes en plein jour. Un lapsus peut arriver. Je dis, dans la logique américaine, dans leur machine, il y a une structure qui accompagne le chef de l'État. Mais quand il commence à avoir des levées de boucliers en interne, vous vous souvenez qu'avant qu'il donne sa position finale, vous avez quand même des gens qui avaient commencé à dire non. Dans le parti, qui commençaient déjà à dire non. Vous avez déjà des levées de boucliers. Vous avez même des militants qui estimaient qu'ils ne peuvent plus faire l'affaire. C'est tous ces leviers-là qui comptent. On se tient là-dessus. Maintenant, s'il a fait un sondage en interne, il a vu que les financiers se rétractent, il a vu que les grands électeurs se rétractent, il a vu que les ténors du parti se rétractent. C'est logique qu'il disait qu'il ne se présente pas. Mais s'il avait le soutien de toute cette machine, il allait se représenter malgré cet art. Maintenant, pour faire le parallèle, dans les autres pays. Vue d'Afrique. Ça pourrait nous parler non, ça ne nous parle pas, parce que ce n'est pas notre approche démocratique et politique. Ça ne nous parle pas. Maintenant, pendant que les autres mettent sur pied une machine pour pouvoir gouverner un pays, il faut que les Africains peut-être pensent aussi à réfléchir en termes de machine qui permet que le fonctionnement soit optimum. Parce que quand on a une machine qui accompagne un chef d'État, il y a quand même un ensemble de leviers qui permettent de se remettre en cause, de revoir les politiques, de s'améliorer, de s'amender et de faire mieux. Mais quand il n'y a pas cette machine-là, c'est pour ça qu'on peut observer une certaine léthargie, une certaine indolence des actions gouvernementales, parce qu'il n'y a pas une machine qui est redevable aux électeurs et aux populations. Donc, ils peuvent nous parler peut-être vraiment de manière extraordinaire sur la machine qui est mise autour d'un chef d'État pour que les Africains copient ce qui est bien et qu'on fasse certainement mieux demain. Mais en termes d'âge, ça ne nous parle pas. Parce que nous, en Afrique, ce n'est pas l'âge qui fait quelqu'un, ce n'est pas qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, c'est tant qu'il est capable de gérer. Ça, c'est l'Afrique qui pense comme ça et c'est nos logiques. En France, il y a une autre logique. En Europe, il y a une autre logique. En Asie, il y a une autre logique. Donc, la logique de l'âge ne parlera à aucun autre continent. Merci Jean-Moïse Mbok. Paul Stéphane Manunga, je me tourne tout de suite vers vous. Alors, on peut dire que la démission, entre guillemets, de Biden n'est pas une surprise pour ceux qui observent la classe ou le déploiement politique aux États-Unis. La surprise, ce sont les motivations. Parce qu'on a vu quand même une levée de bouclier en interne. Dans le Parti démocrate, il a été lâché par Barack Obama, par Nancy Pelosi, par beaucoup de ténors du Parti démocrate. Quand on revient sur le continent, est-ce que pareil cas pourrait être acceptable lorsque l'on sent que le chef paraît désormais un peu défaillant, comme c'est le cas, et tout le monde l'a vu, de Joe Biden, où justement les pertes de mémoire sont visibles, où visiblement il est fatigué, on parle de Covid-19. Est-ce que
à situation similaire, on pourrait arriver au même résultat sur le continent noir, avec justement un chef qui accepte de laisser le pouvoir, parce que il aurait pu gagner aussi, un chef qui accepte de le laisser, et pour confier donc la gestion du pays à quelqu'un d'autre, plus aguerri, plus jeune, et peut-être plus dynamique. Non, je vais commencer mon propos en disant que l'enfant est le père de l'homme. Ça signifie qu'en réalité, quand on a un certain âge, même si on convoque la sociologie bantou, on doit se reposer. À l'âge de Joe Biden, même dans la sociologie bantou, on ne va plus à la chasse. Ce sont les enfants qui vont à la chasse et les petits-fils jouent tout autour de nous. Oui. Ils sont assis sur nos genoux. Quand les enfants rentrent avec le gibier, on prépare et on nous fait manger. Oui. Ça, c'est la sociologie bantou. C'est pour dire qu'à un certain moment, on ne peut plus chasser le gibier. Parce qu'en poursuivant le gibier, soit on va mourir en poursuivant le gibier, soit le gibier va nous tuer. Donc on doit se reposer à un certain âge. Mais à ce niveau, donc, Paul Stéphane, à croire que ceux qui sont autour de nous, en termes de situation de pouvoir, ne sont pas les Bantous, puisque pour certains, la frontière a été franchie concernant l'âge, lorsqu'on fait le parallèle avec Joe Biden, qui lui n'a que 82 ans. C'est ça que je vais vous dire, que le véritable problème de l'Afrique, de nos pays africains, c'est que les partis politiques, en réalité, ne sont pas des institutions. Les partis politiques sont des patrimoines. Parce que dans une institution, en réalité, il y a les financiers. Quand vous prenez les partis politiques en Afrique, que ce soit de l'opposition ou au pouvoir, vous avez l'impression que c'est un individu qui finance ce parti politique. Si cet individu n'est plus là, le parti meurt. Et puisque le parti politique n'est pas une institution, on ne peut pas contraindre, on ne peut pas s'opposer à la volonté du leader du parti politique. Parce que je vais vous dire que Joe Biden ne décide pas unilatéralement de ne plus être candidat. C'est la machine qui... Il ne voulait pas partir. C'est ça que je vais vous dire, que c'est toute la machine qui se trouve autour du parti politique qui lui dit que, mon cher ami, c'est une institution et tu n'es pas capable de nous mener vers la victoire. Et alors, tu ne dois pas être candidat. Mais quand vous payez nos partis politiques, comment tu fais pour dire à un leader que tu ne dois pas être candidat? Alors que lui-même, le leader même est conscient que ce n'est pas moi qui dois être candidat. Toi, dans le militant, tu fais comment? Dès que tu dis que tu n'es pas candidat, il te radie. C'est ça le véritable problème. Il faut que nos partis politiques soient des institutions et non des patrimoines. Une fois qu'on aura des partis politiques qui sont des institutions, parce qu'on peut ramener même la citation de Montesquieu qui dit qu'il faudrait que le pouvoir arrête le pouvoir. Oui. Une fois qu'on aura donc un pouvoir dans un parti politique qui peut arrêter le pouvoir, on n'aura pas des individus qui voudront s'éterniser. À partir du moment où il y a des pères fondateurs, Paul Stéphane, un père fondateur, candidat naturel, c'est un vocabulaire bien connu de chez nous. C'est ça où, justement, il n'y a plus de débat à l'interne. C'est pour ça que j'ai envie de dire, je ne fais que dire depuis qu'il faudrait que les partis politiques soient des institutions. Dans une institution, les terminologies pareilles n'auront pas place. C'est ça. Je dis bien, dans une institution, des terminologies pareilles n'ont pas place. Le parti politique, c'est un groupement d'individus qui ont une idéologie. Ce n'est pas le parti politique d'un individu pour parler de père fondateur. C'est la vérité. Donc il faudrait donc qu'on sorte du modèle du patrimoine pour créer des institutions autonomes et indépendantes. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, un parti politique, ça se finance. Un parti politique, ça se finance. C'est comme une entreprise. Mais si les gens pensent que les partis politiques ne sont pas des entreprises, et alors les fondateurs des partis politiques en Afrique vont continuer de gérer justement ces partis politiques comme des épiceries. Ça fait donc qu'ils tuent même les ambitions politiques de certains jeunes parfois. Oui. Parce qu'ils gèrent ça comme des patrimoines. Ce sont eux qui investissent parce qu'ils ont un peu d'argent. On va vous dire que mais à la fin, vous contribuez quoi? Vous voulez même parler pourquoi? Vous ne contribuez rien. Donc il faut donc changer de logiciel. Et moi j'ai envie de dire que quelque part ça nous parle. Quelque part, j'ai envie de dire que c'est quel aspect spécifique, Paul Stéphane? Appuyez là où vous sentez. Sur l'aspect selon lequel, je l'ai dit au début de mon propos, l'enfant est le père de l'homme. Vous n'allez pas vouloir faire des hommes des dieux. À un certain moment, et je vais prendre même l'exemple de Jésus. Pourquoi Jésus n'est pas venu sauver le monde à 80 ans? Parce qu'il ne devait plus avoir la force pour porter sa croix. C'est pour ça qu'il a sauvé le monde dans la trentaine. À 80 ans, vous ne pouvez pas porter la croix des individus. C'est impossible.
Je dis bien, c'est impossible. Il y a un certain âge pour faire certaines choses. Oui. Et il y a aussi un âge pour se reposer. Et j'ai envie de dire aux dirigeants africains que la retraite n'est pas une sanction. C'est une bénédiction de travailler et de pouvoir se reposer et récolter les fruits de ce qu'on a semé. Et ça a même une incidence. Et je sors par là. Quand quelqu'un s'éternise au pouvoir, en réalité, il ne se soucie pas de la justice ou la justesse des lois. Or, quand vous êtes conscient que vous pouvez être au pouvoir aujourd'hui et être citoyen demain, vous faites tout pour que les lois soient justes. Pour que quand vous serez citoyen, ces lois justes s'appliquent à vous. Or, quand vous vous éternisez au pouvoir, vous vous en foutez de la qualité des lois qui sont votées dans votre république. Parce que les gens ignorent souvent ici qu'on gouverne avec les lois. Quand les lois sont mauvaises, la société est mauvaise. Quand les lois sont justes, la société est quand même un peu juste. Merci Paul Stéphane. Jean-Baptiste Anvouna Temenge, on peut, sans jeu de mots douteux, dire que l'expérience, ou alors la force de l'expérience, a échappé au président Biden, qui a été contraint de jeter le tablier. Et justement, aujourd'hui, vu d'Afrique, c'est un message qui peut être assez interrogateur ou interrogatif. Comment est-ce qu'on fait lorsque Joe Biden est obligé d'abandonner à 82 ans et que chez nous, on dit c'est la force de l'expérience? Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu lorsqu'on fait ce parallèle entre les États-Unis, pays démocratique par excellence, et justement nos pays africains en démocratie de construction, en train de se bâtir des surfaces démocratiques? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu? Le juste milieu entre quoi et quoi? Entre justement Biden qui part à 82 ans et nous qui avons justement des patriarches. Non, je veux comprendre la question. Bon, je vais vous la poser simplement. Oui. Joe Biden a 82 ans. Oui. Il est mis quasiment à la porte par le Parti démocrate. Chez nous, on parle d'expérience, force de l'expérience, on parle de candidat naturel, on parle de père fondateur, on parle de père de la nation. Comment est-ce que cette expérience américaine pourrait parler à l'Africain que vous êtes? Mais vous pouvez inverser la question. Comment est-ce que l'expérience camerounaise pourrait parler à l'expérience de Biden? Comment est-ce que l'expérience camerounaise pourrait parler au Parti démocrate? Je crois que c'est un problème essentiellement politique d'abord, le retrait de la candidature de Biden. Il faut bien resituer les choses dans leur contexte. Oui. Je crois que Dr Mbok a parlé tout à l'heure d'un président américain qui a été l'un des plus grands présidents américains du XXe siècle, qui était sur chaise roulante. Mais qui est arrivé comme ça? Oui, il est arrivé au pouvoir sur chaise roulante. C'est pas le cas du président Biden qui est arrivé assez bien portant. Non, mais a priori les Américains l'ont choisi étant handicapé, mais dans un contexte des plus difficiles au sortir de la crise économique grave, de la Première Guerre, dont les séquelles ont entraîné la Seconde Guerre mondiale. Et c'est bien lui qui a sorti les États-Unis de l'isolationnisme, c'est bien lui qui a réglé et interrompu la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que les dégâts qui auraient pu arriver partout dans le monde. Donc, ce n'est pas parce qu'il était particulièrement handicapé et qu'il ne pouvait pas aller à la chasse aux lièvres, parce qu'il était sur chaise roulante, qu'il n'a pas été, je dirais, l'un des fondateurs de nouvel ordre mondial que nous subissons aujourd'hui. Alors, je voudrais dire, on souhaiterait avoir un président à la Barack Obama qui monte Air Force One en courant. Je voudrais donc insister dessus. C'est que la spectacularisation, le végétariat au niveau de la politique américaine, s'il y avait eu le même végétariat en 1932, le président Roosevelt n'aurait jamais déposé sa candidature. De sa campagne électorale jusqu'à plus de 10 ans de mandat, on ne l'a filmé et vu sur chaise roulante que 2 fois. Jamais on a vu sa photo ni ses déplacements sur chaise roulante. Et pourtant, il a gouverné les États-Unis. Donc, c'est pour vous dire que dans ce même pays, qui est une démocratie plus vieille que ça, les mœurs ont beaucoup évolué, ont changé. Si
on disait aux Américains aujourd'hui de choisir entre un Roosevelt et un autre candidat, Roosevelt ne serait pas candidat aux États-Unis. Et c'est là où j'en viens au problème essentiellement politique, c'est que le candidat Biden, il a confirmé sa candidature, il a été investi par les primaires au sein du au Parti démocrate en étant conscient, et lui et les électeurs, de son âge, mais aussi de son expérience de 4 ans de la situation internationale. Il a dit qu'il pensait pouvoir tenir. Sauf que nous sommes quand même, nous venons de passer par une semaine des plus impressionnantes au niveau de la scène politique américaine. Le coup de l'attaque, de l'attentat à la vie de son adversaire a été, pour la candidature de Biden, un coup fatal, politiquement parlant. Non, il était, avant la il y a quand même eu le débat. Oui. Le débat, c'est normal, et on a vu que c'est normal, en difficulté. C'est normal qu'il y ait un débat. Nous sommes au Cameroun aujourd'hui. Nous avons un président de la République qui a un certain âge. C'est normal que certains posent la question que est-ce que, pour nous, nous pensons, est-ce qu'il peut encore assumer un mandat de 7 ans? C'est normal que d'autres pensent que si. Ça a été le cas au sein du Parti démocrate. Ce n'est pas une question tabou. Mais le problème, après, c'est le raisonnement, les arguments, les avantages, les inconvénients que chaque camp avance. Et jusqu'à ce coup fatal de la résurrection, en quelque sorte, je ne sais pas, il a dit pratiquement divine, parce que M. Trump est un homme mort. Réellement mort. C'est arrivé plusieurs fois aux États-Unis. C'est avec beaucoup de chance qu'on parle encore de lui, avec beaucoup de chance qu'on parle encore de sa candidature. Donc, ce coup a été fatal pour la candidature, même s'il avait été en forme. La candidature de Biden, il fallait que le Parti démocrate fasse un coup politique aussi pour essayer de renverser. Donc, le changement de candidature de ce côté est une réponse à ce coup politique que le destin a offert. C'est le destin qui a offert. Je reste avec vous. Et donc, je reste avec vous. Oui, bien sûr. Permettez que je reste avec vous, parce que là, vous nous entraînez vers là où c'est véritablement intéressant. Parce que, justement, nous sommes observateurs de la scène politique américaine et nous savons très bien que le président Biden n'est pas exclu de la course du fait de ses résultats. Le pays est plus ou moins bien géré, le pays est plus ou moins stable. Mais nous avons, comme ça, au sein de l'appareil démocrate, justement, des gens qui estiment que, eu égard à ces nombreux manquements visibles, eu égard à ces lapsus malheureux qui peuvent créer des problèmes, il est question, et lorsque l'on se projette dans les 4 ans à venir, Jean-Baptiste, on peut s'inquiéter quand même que c'est ce monsieur qui a l'arme nucléaire. Mais monsieur Mbarga, l'arme nucléaire, ce n'est pas un problème. Je vous ai dit, l'arme nucléaire ne se déclenche pas comme ça. Ce n'est pas un individu qui décide. Donc, alors, il y a des protocoles. Et un État parfaitement institutionnalisé avec ses règles qui ne sont pas les nôtres, comme les États-Unis. Ce n'est pas un homme qui a un pouvoir absolu aux États-Unis. D'abord, c'est un fédéralisme qui a tellement dilué le pouvoir de l'État fédéral, lequel État fédéral a des contre-pouvoirs au Sénat et au niveau judiciaire, et qui, de toutes les façons, au regard de sa dimension, la dimension de sa puissance économique et surtout militaire internationale, ce n'est pas un homme aux États-Unis qui décide. Mais la candidature de Biden avait déjà un premier problème. Parce qu'il y a toujours la politique derrière tout cela. Vous savez que ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient actuellement, en Israël, a beaucoup affaibli sa candidature. Il y a des polémiques. Il y a un lobby libéral et moins guerrier qui n'est pas d'accord avec cette politique dure au niveau d'Israël et qui est issu de son parti, qui était mal à l'aise. Bon, donc, malgré cela, il a essayé d'atténuer, mais il est évident que beaucoup de financiers du Parti démocrate, beaucoup de hauts responsables
souhaitait qu'il y ait un changement. Là, on a une candidature, ce n'est pas un fait du hasard, parce que cette candidature a des origines juives, et que c'est une jeune candidature aussi, effectivement, ça a ses atouts et ses inconvénients, parce que ceux qui trouvent justement que les jeunes disent aussi dans ce contexte international, avec la guerre en Ukraine, avec la situation en Israël, est-ce qu'elle a l'expérience et les capacités de... Vous évoquez Kamala Harris? Oui, justement, parce que c'est la candidature la plus probable. Oui, mais c'est la candidature la plus probable, mais au niveau de la situation internationale, c'était un atout, en quelque sorte, pour Biden, mais en même temps, avec sa position par rapport au durcissement de la politique guerrière israélienne, un handicap. Mais là, on a quelqu'un qui peut communiquer et renégocier avec le milieu démocrate juif, mais qui n'a pas la même expérience. Donc, chaque situation a ses avantages et inconvénients. Mais je veux dire, au niveau essentiellement politique, il y a eu un coup politique que le destin a offert à Trump, qui a mis son adversaire KO. Il fallait que le Parti démocrate réalise un coup pour rebondir. Et le seul coup possible, c'était celui du changement de candidature. Et ça permet de relancer un espoir et un truc. Ce que je voulais conclure. Mais le Cameroun a bien parlé en la matière aux États-Unis bien avant. Vous vous souvenez de la démission volontaire, constitutionnelle du président Amadou Ahidjo. C'est bien l'Afrique, et c'est bien le Cameroun. Et à ce niveau, le Cameroun. Donc, vous voyez donc que vous-même, vous revenez aux circonstances. Parce que si vous prenez une décision de cette nature de façon absolue, vous parlez, mais là vous-même vous dites, est-ce qu'on doit revenir dans les circonstances et vous allez rentrer sur le terrain, allez aussi rentrer dans le souterrain pour comprendre les ressorts de la démission. C'est ça que je vous dis, c'est essentiellement politique, parce que nous avons eu et d'ailleurs à l'époque, le président n'était même pas en campagne électorale. Il était en cours de mandat. Merci. Il a démissionné parce qu'il avait des problèmes de santé. Donc le Cameroun a eu à parler dans un contexte moins compliqué même qu'aux États-Unis, à parler au reste du monde. En 82, le 4 novembre 1982. Merci. Timothée et Somba, situation ubuesque, imprévisible, mais pas que. Situation assez incroyable qui laisse beaucoup de points d'interrogation dans la campagne du Parti démocrate, mais vu d'Afrique, c'est une situation assez complexe lorsque l'on sait que sur le continent, ce ne sont pas les personnes âgées qui manquent au niveau du pouvoir. Est-ce qu'on peut y voir un signe du destin qui voudrait que peut-être c'est un marqueur important qu'à un moment, comme le disait Paul Stéphane, la nature nous parle et qu'il faudrait peut-être penser aussi à laisser la place aux autres? Non, Stéphane, la nature ne nous parle pas dans tous les cas. Mon papa est décédé à 75 ans sur fauteuil roulant, mais il a gardé son charisme jusqu'à la fin de ses jours. Lorsqu'il convoquait la réunion de famille, il appelait tout le monde et disait « Je veux que vous soyez là tel jour à telle heure ». Il raccrochait. Et le jour dit, à l'heure dite, tout le monde était là. Pas besoin de violence. Et ceci me permet de rentrer dans l'historiogenèse des hommes politiques africains. Comment devenait-on homme politique en Afrique? Ce qui a causé le semblant de messianisme politique et des hommes providentiels que l'on observe aujourd'hui, qui fait que certains, jusqu'à même 100 ans, sont capables de tenir le gouvernail. Dans un contexte de... 100 ans? Timothée Somba, vous êtes sérieux? À 100 ans, on peut tenir un gouvernail d'un pays? Je viens de vous prendre. Vous en aurez la preuve dans une décennie. Voilà. Je viens de vous prendre le cas de figure. Vous en aurez la preuve dans une décennie peut-être. Peut-être que la médecine a changé, parce que c'est pas 100 ans, Timothée Somba. Stéphane, j'aime bien que Paul Stéphane tout à l'heure ait convoqué les Saintes Écritures. Oui. Abraham a tenu le gouvernail jusqu'à quel âge? Au point même de faire les enfants. Maintenant, je vais prendre un autre exemple qui va donner l'envie de rire. Playboy. Hugh Hefner. Oui. Lorsqu'on lui a demandé quelle était la plus grande invention du 21e siècle, il a dit que c'était le Viagra. Parce que c'est le seul outil qui permet à l'homme de continuer de vivre au-delà d'un certain âge.
Il faut donc saluer les progrès de la médecine en ce sens. Ils n'ont pas commencé en Occident. En Afrique, on a eu des seniors depuis et des seniors capables. Tout dépend de l'état de santé, tout dépend des circonstances, parce qu'il faut toujours tenir compte des circonstances. Maintenant, pour revenir à comment devenait-on homme politique en Afrique, dans un contexte de quête des indépendances, où les partis politiques étaient interdits, d'où la carence de structure que Dr Mbok et Paul Stéphane ont évoqué tout à l'heure, il était difficile de se regrouper en une organisation suffisamment équilibrée, une organisation suffisamment, entre guillemets, structurée, d'où la naissance des hommes forts. On a eu les Oumiobe Passi, les autres... Qui avaient 38 ans, Oumiobe. Je ne parle pas de l'âge, Stéphane. Je parle du charisme des individus. L'Afrique n'a donc pas les mêmes ressorts de jeunesse des hommes politiques que l'Occident, que les États-Unis et autres. Chez nous, il fallait être fort et ce n'était pas la force physique. C'était la légitimité charismatique. Et je ne pense pas qu'on perd le charisme à un certain âge. Lorsque c'est un charisme bien entretenu, il est maintenu jusqu'à la fin de ses jours. C'est pour ça que même lors des obsèques, il y a des obsèques qui font foule et d'autres obsèques qui ne font pas foule. On rend parfois hommage à certains qui sont vieux et il y a des jeunes à qui on ne rend pas hommage parce qu'ils n'ont pas brillé par leurs exploits. Est-ce que le cas Joe Biden parle à l'Afrique? Pas du tout. Joe Biden a accompli quel exploit pour devenir chef d'État? Il a battu campagne, il a été choisi par les Américains. Aucun exploit. Le parti, la superstructure a choisi Joe Biden. C'est ça le distinguo. En Afrique, les hommes créent les structures qui vont les porter au pouvoir. Chez eux, les structures choisissent les hommes qui font la chose. Il faut le dire aussi. Oui. Non, c'est normal. Je parle tout à l'heure d'homme fort. C'est quoi un homme fort? C'est quoi un homme fort? Si je prends Kagame, c'est un homme fort. On a eu les journaux Savimbi. On peut citer autant de leaders. Je vais éviter de parler du cas Paul Biya parce que lui, c'est l'immensité de plusieurs exploits. D'ailleurs, un parcours administratif très éloquent. Ce n'est pas le cas de Joe Biden. Avant de devenir chef d'État, qui connaissait Joe Biden? Est dans la politique depuis 1960. Les sénateurs depuis au moins 50 ans. Citez-nous un seul exploit. Une seule... comment on appelle cela? L'expression m'échappe. Un fait d'armes de Joe Biden avant de devenir chef d'État. Il est vice-président. Un fait d'armes de Barack Obama. C'est pas un fait d'armes. Il a réalisé quoi? Pardon? Il a réalisé quoi? Il a été major à Harvard. C'est un héros de guerre. Rien du tout. C'est ça les États-Unis. C'est ça les États-Unis. Ouais. Lorsque Reagan arrive au pouvoir, c'est parce que c'était un acteur brillant, un pistolero dans les séries télévisées. On a positionné là. C'est pas le cas en Afrique. En Afrique, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous avez mené des actes de bravoure. Comme Paul Biya, non? Comme Paul Biya. Ah bon? Regardez le parcours administratif de Paul Biya. C'est similaire à celui de Joe Biden. Non, il n'est pas similaire. Paul Biya a occupé toutes les fonctions de la haute administration avant de devenir chef d'État. On termine des élections. Stéphane Barga. Dans votre question tout à l'heure, vous avez évoqué la question de l'expérience sur la gestion des grands dossiers sur laquelle le maire est revenu. Lorsque vous avez commencé comme directeur de cabinet d'un ministre, vous êtes devenu DCC, vous êtes devenu SGPR, vous êtes devenu Premier ministre, vous avez un pédigré administratif imbattable. Mais lorsque vous êtes beau au million, tout frais moulu, et quand vous choisissez uniquement... 50 ans. Député gère quoi? Aux États-Unis, le député gère quoi? Sénateur gère quoi aux États-Unis? Dans un pays hyper fédéralisé, où les maires sont plus puissants que les sénateurs. Aux États-Unis, les maires... C'est vous qui le dites. Non, je ne le dis pas. Les maires sont plus puissants aux États-Unis que les sénateurs en termes de gestion de la cité. Quelqu'un préfère être maire que d'être sénateur en termes de gestion de la cité. Donc, ne comparons pas juste parce qu'il faut comparer. Ce qui est important, De Gaulle est sorti du pouvoir à quel âge? De Gaulle sort du pouvoir à quel âge? Dans quelles circonstances? Stéphane, chaque pays a ses circonstances. Parce que lorsqu'on dit, est-ce que Biden parle à l'Afrique? On fait spécieusement un glissement vers la question de l'âge. Sauf que Biden n'a pas été élu à 20 ans.
Biden est élu à plus de 75 ans. Son challenger, qui continue de lever le point, Donald Trump à quel âge? Il n'a pas 22 ans. Kamala Harris a 59 ans. Voyez-vous? Donc, n'essayons pas de camoufler. Un an 90 ans aussi. Où est le problème? Ça vous dérange pas? Non, ceci ne me dérange pas. Si Joe Biden avait eu la baraka lors du débat, la question de son état physique ne se serait pas posée. Non. Et lorsque vous regardez... Et lorsque Joe Biden multiplie les bourdes. C'est le chef d'État américain, mais il multiplie les bourdes. Il a été plusieurs fois contredit, même pas avec conseiller. Il a confondu le président Macron à Mitterrand. Il a confondu Zelensky. Je suis d'accord avec vous. Il est tombé devant tout le monde. On peut être... Est-ce que tous les vieux sont séniles? Organiser un débat. Est-ce que tous les vieux sont séniles? On peut être vieux et être prêt. Si je prends le cas du président Paul Biya, au sommet Russie-Afrique. Il a fait la fixation sur le président Paul Biya. Oui, il a fait montre de sa lucidité cérébrale. Tout le monde a vu. Il a mis tout le monde d'accord. Lorsque le chef de l'État préside le Conseil supérieur de la magistrature au Cameroun, c'est Sambor qui gère les dossiers. Ça commence à dater aussi. Prenez des exemples un peu plus... Non, c'est pas un problème. Comment dater? Le dernier conseil, c'était quand? Est-ce que vous avez l'agenda du conseil? Est-ce que la non-tenue de conseil empêche la justice de fonctionner? Dans tous les cas, ce n'était pas il y a un siècle. Voilà. C'était pas il y a un siècle. Lorsque Oligui Nguema allait rencontrer Denis Sassou Nguesso, et qu'il a décidé de faire le salut militaire, plus jeune, lui il a confondu la fonction présidentielle qu'il incarnait déjà et son grade. Alors qu'il est jeune. Voyez-vous? Donc, les lapsis et autres sont davantage un problème de l'état de santé. C'est pour ça que dans le système américain, le bulletin médical des candidats ou du président de la République n'est pas secret comme chez nous. Maintenant, est-ce qu'il faut toujours copier des modèles d'ailleurs? J'ai bien aimé la chute du maire à Temengue. L'Afrique avait déjà parlé au monde avec la démission du président Ahidjo dans un contexte relativement paisible. Et l'Afrique a parlé au monde encore. Comment les Senghor sont-ils sortis du pouvoir? Est-ce qu'on les a chassés? Non. Est-ce qu'on a chassé Abdou Diouf? Non. Lorsque les Nigérians ont décidé d'opter pour la présidence rotative afin d'éviter les conflits tribaux sur la gestion du pouvoir, est-ce que la leçon est venue de l'Occident? Non. L'Afrique dispose de ses ressorts de gestion du pouvoir. Il faut juste les utiliser le moment venu. Et les exemples que je viens de citer nous démontrent que lorsque nous voulons faire les choses pour le bien du peuple, nous les faisons. Merci. Jean-Moïse Mboa. Un autre paramètre qu'il faut prendre aussi en compte pour le cas des États-Unis, c'est que le chef de l'État n'est pas juste le président de façade. C'est le communicateur, c'est le marketiste, c'est celui qui représente le pays partout. Ça veut dire qu'il y a des présidents de façade? Non. Je dis, mais vous dites aux États-Unis. Ça veut dire qu'ailleurs, on est aux États-Unis. Oui. Je peux vous garantir qu'il y a des pays où vous savez qu'il y a un chef d'État, même le nom vous ne connaissez pas. Parce qu'il ne se présente jamais. On ne le voit même pas. Mais je dis la logique américaine, c'est que le chef de l'État n'est pas juste... Y compris des pays européens. Et la majorité des pays européens. Parce vous ne connaissez pas le président, le chef de l'État. Dans leur contexte, dans leur fonctionnement, non seulement ce sont des stars, l'Amérique doit toujours être vue comme le modèle sur tout, jusqu'au détail, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de monter les marches, la façon d'adresser les dossiers, la façon de... Vous vous souvenez mais que même le salut est un message chez eux. La façon de saluer, de saluer Poutine, il a fallu que Trump salue Poutine pour qu'on en fasse des émissions de télé. Il a fallu que Trump salue Kim Jong-un pour qu'on en parle. Parce qu'en fait, ils savent théâtraliser leur chef de l'État et la structure qui va avec. Donc aujourd'hui, ce qui cloue Biden, il faut revenir là-dessus. Ce n'est pas juste une affaire d'âge. C'était devenu cette incapacité à pouvoir représenter l'Amérique sublime en termes d'image, en termes de marketing, en termes de visite
Et souvenez-vous... Nous avons de très belles photos du président Biden qui circulent. On ne voit pas quelqu'un de particulièrement mal sur son image. Non, c'est pour Mais dire... c'est vous-même qui avez décrit ces C'est pour bouts. dire que... C'est pour dire que quand la machine s'assied... C'est vous avez des vidéos aussi. Paul Stéphane le disait, quand c'est une institution, l'individu, qu'il soit en santé ou pas, c'est l'institution qui décide. Il faut qu'on se comprenne à ce niveau-là. Si M. Biden n'avait même pas eu ces problèmes et qu'on se rendait compte qu'après les sondages, après les ressentis des uns et des autres, qui n'était plus la personne qui devait être là, on allait purement et simplement le mettre de côté en trouvant un prétexte, en trouvant une raison. La différence entre eux et nous, c'est que là-bas, l'institution a le droit de s'exprimer et de donner sa position. Ouais. Ça, c'est la logique américaine. Donc, pour eux, il faut quelqu'un qui peut aller parler avec Kim Jong-un sans soucier, quelqu'un qui va aller parler avec Poutine sans soucier. Quand on commence à se rendre compte qu'il y a des manquements à ce niveau, ça devient des points en moins parce qu'ils sont notés. Ça devient des points en moins. Donc, on arrive à un niveau où la machine décide de fonctionner avec un nouvel acteur. Et je suis d'accord avec M. le maire au niveau du coût médiatique. Parce que en fait, les Américains aiment les héros. Et le fait qu'il ait échappé, Donald Trump ait échappé à l'assassinat, et vous avez vu la photo très médiatisée, keep fighting, continuer de bagarrer, ça parle aux Américains. Et j'ai suivi une dame qu'on a interviewée qui disait, alors quand elle a vu ça, elle a vu le salut des États-Unis, elle a vu comment face à la Chine, face à machin, vraiment il est un héros. Donc ils savent théâtraliser toutes ces choses-là. Et Donald Trump s'est présenté comme le meilleur acteur pour le moment. Oui. Et il faut donc pouvoir faire un coup. Et le coup justement du Parti démocrate, c'est de dire, nous aussi on peut vous dégoter un acteur qui peut pas, bon, pas forcément le charisme de Donald Trump, et c'est là qu'ils vont peut-être jouer sur le coup du genre, parce que on n'a jamais eu une femme à ce niveau. Voilà une femme, une afro-américaine, oui. C'est notre paramètre. Maintenant, la maîtrise des dossiers. Et l'argument de Bourde et de fatigue va être maintenant retourné contre le plus âgé. Voilà, contre Trump, parce que durant la campagne. Oui. Alors finalement, ça fait que le volet expérience, savoir, franchement, ça peut s'apprendre sur le tas, parce que Barack Obama n'avait aucune expérience, mais il a appris. Non, il était sénateur. Non, Jean-Louis était sénateur plusieurs fois. On parlait ici, aux États-Unis, vous avez la présidence, vous avez le cabinet de la présidence, oui. C'est eux qui gèrent les dossiers. Les techniciens. C'est les techniciens. Donc pour être quelqu'un qui peut parler d'expérience, c'est avoir été dans ce cercle-là. Kamala Harris y est. Donc, en termes de niaque, en termes d'expérience, elle en a plus qu'Obama avait à ce moment-là. C'est un sénateur qu'on a choisi parce qu'il représentait exactement la transition qu'on voulait faire. Pour dire aux Noirs américains que vous êtes tout aussi américains que les autres. C'est pour ça qu'on vous met là. Et ils ont vraiment, c'est une très belle pioche. Quelqu'un d'assez, vraiment excellent, très intelligent, brillant, jamais de notes quand il faisait ses discours, vraiment comme Paul Stéphane quand il vient sur un plateau, vraiment net, clair, nickel, et toujours pointu, toujours clair, toujours exact. C'est ça qu'on voulait et on l'a eu. Aujourd'hui, le coup des démocrates va être le genre, la jeunesse, va être, ils peuvent jouer sur ce coup-là. Et d'ailleurs, il faut prendre quelqu'un d'autre. Mais ils aiment théâtraliser leur espace politique, surtout de la présidence, et là, M. Biden ne cadrait plus avec le théâtre qu'il fallait tourner. Et il faut voir quel choix ils feront comme vice-présidence. Ouais. Si jamais c'est Kamala qui est président. Ça sera tout pour compenser la faiblesse. Alors, on se retrouve là avec quelqu'un qui a l'expérience. Joe Biden, c'était pas la dernière pluie. Il est dans les couloirs du Capitole depuis au moins 50 ans. Mais à qui on demande de partir? Alors, est-ce que le retrait forcé de Joe Biden n'est pas un signe d'une recherche permanente de compétences, d'efficacité qui manque au continent? Parce que là où on aurait pu prendre l'expérience de Biden comme un acquis, on se rend compte que l'expérience à elle seule, eu égard aux enjeux du monde actuel, ne suffit pas pour faire de vous un excellent guide pour les États-Unis. Est-ce que ce modèle peut être calqué sur le continent africain? C'est pour ça que je vous dis depuis que ça parle à l'Afrique, mais les gens ne veulent pas accepter ça. Qui vous a dit que la vieillesse est synonyme de compétence ou la jeunesse? On peut être vieux et ne pas être compétent. Ouais. On peut être jeune et ne pas être compétent. On est d'accord. Ça, il faudrait que... possible. Quelqu'un a dit que même les idiots vieillissent. Ça, il faudrait qu'on soit d'accord. C'est pour vous dire même que les idiots vieillissent. Ce n'est pas parce qu'on a
84 ans ou parce qu'on a fait 50 ans dans l'administration qu'on serait compétent. On peut faire 50 ans dans une administration et demeurer incompétent. Ça, il faudrait d'abord qu'on soit d'accord. Oui. Et j'ai envie de dire que je ne suis pas très d'accord avec les analyses qui sont distillées sur ce plateau. Un, parce qu'ils n'évoquent pas les régimes politiques. Je vous assure que si on est dans les régimes africains qui sont un peu comme des régimes américains, mais nos chefs d'État ne travaillent pas comme le président des États-Unis. Ils travaillent plutôt comme dans les régimes parlementaires, où ils nous font croire qu'en réalité, ils sont juste les chefs d'État et c'est le chef du gouvernement qui doit faire tout. Alors que ce sont eux qui contrôlent tout, mais ils refusent de travailler. Si on met nos présidents africains dans le même rythme de travail qu'aux États-Unis, on va voir les mêmes démences. Organisons les débats pour nos présidents africains. On voit s'ils ne vont pas se perdre. Je vous dis que l'enfant est le père de l'homme. Que vous soyez américain ou noir, quand vous avez un certain âge, quand vous avez un certain âge, que vous soyez américain ou africain, il est normal. Je ne sais pas pourquoi les gens prennent ça comme si c'est une insulte. Il est normal que quand vous avez un certain âge, que vous oubliez à 10 heures, que vous avez déjeuné à 8 heures. C'est normal. C'est ça qui fait de vous un être humain. Je ne sais pas pourquoi on veut déifier certaines personnes et faire penser que d'autres ont un problème. Non, c'est normal qu'à 85 ans, que vous oubliez le nom de votre enfant. C'est ça qui signifie même que vous n'êtes pas un dieu. Vous êtes faillible, vous êtes un être humain. Donc, arrêtons de dire que ça ne nous arrange pas quand ça n'arrange pas notre vision en disant que ça ne parle pas à l'Afrique. Parce que c'est ça le problème. Et tout de suite, j'interpelle en 5 secondes le politologue. Monsieur le maire a fait un comparatif. Il a évoqué la situation de feu le président Amadou Ahidjo en 82. Et il a essayé de nous faire gober le parallèle, que ça parlait au monde, la situation Ça qui devait voulait parler. que le président Ahidjo soit parti et tout et tout. Est-ce que vous validez cette thèse-là? Non, en 82, Ahidjo a parlé au monde. Ça, on ne peut pas le nier. Oui. C'était même d'abord inconcevable que ça vienne d'un pays africain où un président qui est en fonction décide d'abandonner le pouvoir comme ça et il n'y a dans la paix. Oui. Et il salue son successeur. Revenons sur le Et il se successeur. passe le pouvoir. Paul Stéphane, le successeur, lui, il parle aussi au monde? Et j'ai envie de dire que ça, c'est une question que vous me posez. Je ne voulais pas répondre à cette question, mais je vais la répondre. Vous pouvez choisir de ne pas répondre. Mais je vais la Vous pouvez répondre. choisir de ne pas répondre, Paul Je vais Stéphane. répondre à cette question. Vous pouvez choisir de ne pas répondre. Je vous laisse libre de votre conscience. En tout cas, moi, je Le suis président Ahidjo a parlé au monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Stéphane, moi, je S'il pense vous que- plaît, Jean-Maurice Bocou, avez la parole. Il réfléchit. Non, il ne réfléchit pas. Le président Ahidjo a parlé au monde. Son successeur que vous évoquez à présent, est-ce qu'il parle au monde? Laissez-lui le temps de Je vais réfléchir. donc vous dire que je n'ai pas envie de répondre à cette question ici. Et je sais pourquoi je n'ai pas envie de la répondre. Ok. Et je vais sortir en disant simplement que il faudrait qu'on soit des panafricains ou des panafricanistes sérieux. Il ne faudrait pas que quand quelque chose qui vient de l'Occident ne rencontre pas nos intérêts, on dit que ce n'est pas notre modèle. Même en Afrique, l'Égypte qui est un référent, Oui. quand le roi avait trop duré et il était vieux, on lui demandait de quitter. Je n'ai pas envie d'utiliser les expressions sauvages qu'on utilisait en Égypte, mais on lui disait que gars, tu ne peux plus. Je dis même en Égypte qui est le référent, quand tu avais déjà trop duré et que tu étais déjà âgé, on te disait que mon cher ami, il est grand temps de passer le témoin. Et j'ai envie de vous dire que dans une gouvernance, c'est bien quand il y a un renouvellement de la classe politique et chaque philosophie est fille de son temps. C'est pour ça même que les États-Unis décident de mettre de côté Joe Biden, parce qu'on se rend compte que chaque philosophie est fille de son temps. Oui. Il faut adapter la philosophie au contexte, puisque tous les éléments que le maire et le docteur Mbok évoquent, c'est la philosophie du temps. Il faut s'arrimer aux exigences du temps qui vont permettre au Parti démocrate d'être concurrentiel. Donc j'ai simplement envie de dire que moi je suis de ceux qui pensent que la décision de Joe Biden, qui est soutenue par l'institution du Parti démocrate, parle à l'Afrique et aux Africains. Et quand je parle de l'Afrique et aux Africains, il ne s'agit pas seulement des partis au pouvoir, et j'insiste, il s'agit même des partis d'opposition, Oui. où les partis sont patrimonialisés, parce que ce qu'on décrit dans les partis au pouvoir en Afrique existe dans les partis d'opposition. Même logiciel. Exactement. Donc, quand je parle ici Sinzi a là, parlé. quand je parle ici là des partis politiques, qu'on ne regarde pas seulement le parti qui est au pouvoir.
j'ai envie de dire que quand on regarde même nos différents partis d'opposition, parce que c'est le même comportement qu'on décrit pour le pouvoir qui existe dans l'opposition. Merci Paul Stéphane Mononga. Depuis que je vous ai connu à la télévision et même ailleurs, c'est la première fois que vous refusez une question. Je le connais parce que ce soir. Monsieur le maire, je vous donne la parole. Nous sommes aujourd'hui en train d'épiloguer sur une situation et nous essayons de faire des parallèles, de trouver des ponts. Est-ce que vous pensez que si Joe Biden avait été dans un contexte africain, il aurait été écarté? Il n'est pas dans le contexte africain. Mais le problème, c'est que vous refusez de faire des parallèles, mais en fait, poser même la question veut dire que comme on est au Cameroun, on a un président qui a... non, j'ai dit qu'on ne fait pas nous on interroge. C'est pour ça que vous avez introduit le débat. C'est une émission panafricaine. Je vais dire ceci. Oui, allez-y. La politique, quels que soient les régimes politiques, a quelques invariants. Parce qu'il est question de conquérir ou de se maintenir au pouvoir. Le pouvoir est le même partout. Il captive, il peut enrichir, il permet aux individus de se réaliser, de faire des choses pour leur pays. Il permet à d'autres de s'enrichir, ceux qui veulent prendre le pouvoir pour finalité de s'enrichir. Bon, mais pour y arriver, pour le conserver, il y a des invariants. Et vous avez parlé de système concurrentiel. Quand on est en démocratie, il y a la concurrence. Oui. Et chaque système concurrentiel a ses règles du jeu. Les États-Unis ont leurs règles du jeu. La démocratie, la jeune démocratie camerounaise a ses règles du jeu. Et je le dis parce que donner des leçons aux concurrents s'apparente à une démission. Si Biden retire sa candidature, c'est dans un système concurrentiel où je vous dis, une semaine après, un coup du destin, il y a des difficultés au côté démocrate. Mais non, c'est dans ce système concurrentiel. Si on revient ici, je veux dire, le président Paul Biya a répondu plusieurs fois à cette question. Et de façon même un peu provocateur devant un président d'une grande puissance qu'est la France. Quand vous dites est-ce que le président Paul Biya est-ce que le successeur du président Amadou Ahidjo a parlé, il a parlé au monde, vous avez suivi en direct. Le dur au pouvoir, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. C'est ça la concurrence, c'est ça la démocratie. Et Biden, il faut dire, le président Biden, attendez, le président Biden, est-ce qu'il a été candidat aux primaires? Il a été élu. Est-ce qu'il a insisté pour maintenir sa candidature malgré des réticences grandissantes et qui sont devenues plus généralisé dans son camp après l'attentat. Est-ce que c'est pas une réalité? C'est une réalité. Donc c'est dans un système de concurrence. Celui qui pense que le président Paul Biya oublie qu'il a déjeuné le matin, oublie qu'il est même candidat, oublie, mais raison de plus pour avoir un boulevard dans un système concurrentiel pour gagner l'élection. Les Camerounais sont des gens conscients. Mais je veux dire, c'est à ses risques et périls d'être candidat. C'est à ses risques et périls. Ça aurait dû être au risque et péril de Biden de maintenir sa candidature. C'est au risque et péril du parti et de nous, les militants du RDPC, de soutenir un candidat de l'âge du président Paul Biya, étant conscient des forces et de ses faiblesses, comme tout être humain. Mais c'est à nos risques et périls. Mais celui qui pense que c'est un point faible et qu'il n'est même plus capable d'être président, d'être candidat, de gagner, mais il a un boulevard. Il n'a pas à démissionner alors qu'il a en face à lui une non-candidature. Donc la situation n'est même pas imaginable. Non, ce n'est pas un problème d'imaginable ou pas. Ce n'est pas un problème d'imaginable ou pas. Mais je veux dire que nous faire cette leçon, alors que vous dites que nous avons le plus mauvais candidat possible, mais c'est que vous
vous refusez. Je peux comprendre que vous pouvez refuser la facilité, mais là, vous avez une facilité face à vous. Exploiter. Un boulevard, vous l'exploitez. Oui. De dire au pouvoir que qui peut. Point. Merci. Timothée Somba. Même dans un régime monarchique, même à l'époque médiévale, c'est le plus fort que lui, jusqu'à ce qu'il y ait plus fort que lui. C'est simple. Timothée Somba. Voilà. Alors, il faut dire que Paul-Stéphane Malunga a évoqué l'âge de la classe politique africaine en comparatif à ce qui se fait ailleurs. Comment est-ce qu'on lit ce modèle africain où on voit Barack Obama arriver à 49 ans, où on voit Kamala Harris pas très loin de là, mais lorsqu'on se regarde autour de nous, si on enlève le président Touadéra de Centrafrique, le président Oligui du Gabon, il y a le président du Tchad, Mahamat, autour de nous, ça commence à durer. Est-ce que lorsque l'on va à la conquête du monde avec l'expérience et le recul, c'est une arme, c'est un point positif, ou alors, ça nous rend un peu plus défaillants sur certains aspects. Qu'est-ce qu'on fait? Le choix de l'expérience ou le choix de la vigueur et de la jeunesse? La vigueur seule ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la sagesse que l'on peut avoir à 10 ans ou à 50 ans. Les mêmes Occidentaux, dans leurs expériences scientifiques, nous révèlent que c'est à partir de 60 ans que le cerveau de l'homme est le plus prolifique intellectuellement parlant. Donc, on peut avoir des muscles... À partir de 60 ans? Oui. C'est la raison pour laquelle à l'université, on va en retraite à plus de 65 ans. Donc, on est véritablement productif pendant 5 ans? Parce qu'on a accumulé des expériences, on a accumulé des leçons, soit des réussites, soit des échecs, et on peut désormais partager cette expérience cognitive avec les nouvelles générations. On connaît tous le proverbe africain. Si jeunesse voyait et si vieillesse pouvait. Il faut donc, c'est la raison pour laquelle il faut allier les deux, la sagesse de l'expérience et la vigueur de la jeunesse. Et ça se... Moi, regardons maintenant la classe politique africaine, comme vous avez souligné. Dans mon propos liminaire, j'ai bien évoqué la question africaine qui repose sur les hommes providentiels. En Afrique, tant que l'homme providentiel est efficace, on va fonctionner avec lui, peu importe son âge. Sauf que son efficacité ne dépend pas que de lui. Son efficacité dépend aussi de son entourage, de la technostructure qu'il a réussi à mettre sur pied. Qu'il choisit lui-même. Qu'il choisit lui-même, mais pas toujours seul. On ne peut pas faire un gouvernement seul. Lorsque, par exemple, vous êtes un chef d'État avec plus de 45 ans au pouvoir et que vous avez plus de 80 ans, vous ne maîtrisez plus tous les jeunes qui viennent de sortir des universités, tous les jeunes qui viennent de soutenir les PhD et autres, tous les jeunes qui font des exploits. Vous pensez que c'est le président Paul Biya lui-même qui a nommé Modeste Mopa facteur aux impôts? Nous, on n'est pas dans le secret. Non, il ne peut pas le connaître personnellement. On parle du pouvoir discrétionnaire. On lit le CV, on a des structures qui nous permettent d'interpréter les CV, on a une direction des ressources humaines de l'État qui nous fait des propositions sur les personnes qui peuvent amener le pays à bon port. Le problème aujourd'hui est que nous avons refusé de catégoriser ou alors d'établir des critères sur est-ce que le cas Biden nous parle. Moi, le cas Biden nous parle en termes de richesse, de l'efficacité. Oui. Le Parti démocrate a misé sur Biden, se disant, s'il a battu Trump une fois, il peut le battre la deuxième fois. Mais lorsqu'il se rend compte que la tendance est inversée et que cette fois, Biden est relativement amoindri et n'est plus à même de battre Trump, il se penche sur un candidat pour des besoins d'efficacité. Est-ce que l'Afrique, dans sa manière d'être gérée, recherche toujours l'efficacité? Est-ce qu'en Afrique, un parti politique est capable d'abandonner son leader naturel pour des besoins d'efficacité? Et ça pose le problème de l'opposition africaine aujourd'hui, qui peine souvent à s'aligner derrière un candidat potentiellement apte pour des besoins de fidélité et de loyauté envers le leader naturel. Il a évoqué, John Frundi est le seul qui a pris ce pari de dire
Je ne me sens plus apte à challenger Paul Biya qui m'a battu pendant tant d'années. Je préfère passer la main à une génération nouvelle. Donc, ne faisons pas comme si les Africains jusqu'ici n'ont rien fait en termes de bonne pratique ou de bonne gouvernance. Les Africains vivent avec leur contexte, donc providentiel. Est-ce que c'est la meilleure option? C'est un autre débat, mais les Africains ont leur logiciel de pensée, ont leur manière, ont leur méthode et ont un électorat qui n'est pas le même que l'électorat américain, dans lequel il n'y a plus de problèmes d'eau, il n'y a plus de problèmes d'énergie, il n'y a plus de problèmes de logement. En Afrique, on a encore un type de problème propre à un type de population. Merci. À partir de cet instant, on peut établir une logique dialogique de réciprocité. Autant ils nous parlent sur certains aspects, autant nous leur parlons sur d'autres aspects. Mais le plus important doit être la recherche de l'efficacité. Merci Timothée Somba. Les téléspectateurs qui nous suivent de Libreville particulièrement souhaitent réagir sur quelques aspects. Alors, bonsoir messieurs. Le retrait du président Biden parle à l'Afrique à double niveau. Premier niveau, le parti doit être plus fort que l'ambition d'un homme. Deuxième niveau, le sens des responsabilités et du fait que l'intérêt général prévaut sur l'intérêt personnel d'un individu. Votre invité, monsieur le maire, peut-il nous dire qui peut, dans son parti, demander à leur candidat naturel de ne pas se représenter en 2025? Merci à vous, docteur Mangeli Francis, pour la contribution. Le candidat naturel est toujours apte. C'est ça le souci. Bonsoir à tout le panel. Un panéliste a parlé d'une étude scientifique qui démontre que le cerveau est plus productif à partir de 60 ans. J'aimerais avoir les noms des chercheurs concernés. Allez sur Google. Je n'invente pas. Merci pour la contribution. Alors, bonsoir Monsieur Mbaga. Le cas Biden ne parle pas en Afrique pour la simple et bonne raison que les USA sont une démocratie et ailleurs ce sont des démocratures. Joe Biden s'est retiré parce qu'il savait que son État ne lui permettait pas de fédérer un certain nombre de personnes. Il ne représentait plus l'Amérique forte. L'expérience ne veut rien dire, vu que le président est entouré d'une équipe qui est chargée de le soutenir. C'est mystique chez nous en Afrique parce que le président est Dieu. On a peur de lui dire non. Il n'a de compte à rendre à personne. Plus de 30 ténors du Parti démocrate ont officiellement désavoué Biden. Essayez de faire ça en Afrique, soit vous êtes mort, soit vous êtes en prison. Merci pour la contribution. Et le téléspectateur revient avec une capture qui nous fait savoir que le cerveau humain se développe lentement et n'atteint ses capacités optimales que dès l'âge du jeune adulte, c'est-à-dire vers les 18-25 ans. Timothée Somba, peut-être... Vous avez une conception hier. De productivité. Bon, prenons une autre contribution. Bonsoir à tout le panel. CDP n'est pas sérieux. Il va jusqu'à dire que tout vieux n'est pas sénile. Qu'il sache que l'adjectif sénile fait allusion à l'âge avancé et à la vieillesse. Quand on veut défendre l'indéfendable, bon. C'est vrai que moi, je peux le rejoindre aussi. Tout vieux n'est pas sénile. Il y a des vieux qui sont véritablement en forme sur le plan mental. Défaillance mentale. On va prendre d'autres contributions. Prenons celle-ci. Bonsoir, c'est Yaro depuis Libreville. Franchement, comment pouvez-vous comparer Paul Biya à Joe Biden? Bon, personne sur ce plateau n'a fait un comparatif entre les deux chefs d'État. Le résultat de l'expérience du président Biya, par exemple, est lequel? Nous avons des poubelles à Olembe, des poubelles à Yaoundé, le stade Olembe n'est pas achevé. Ça, c'est l'expérience du président camerounais. Bon. Si c'est la vision que vous avez depuis Libreville, bien le bonsoir à vous. Bon. Bonsoir, Ouro Africa. Aujourd'hui, tes panélistes peinent à parler. Depuis qu'on parle. Bonsoir, cher panéliste. Vraiment, le représentant du RDPC manque d'arguments car il passe outre la question posée. Merci pour la contribution. Alors, on va s'arrêter là pour ce qui était un message peut-être à décrypter avec ces retraits de Joe Biden de la course à la présidentielle du côté des États-Unis, même comme
Certains nous supplient pratiquement de relayer la contribution. On prend une dernière. Que dit-elle? Merci, je prends une transition. Retour à présent sur le plateau de Ouro Africa. Désormais, nous prenons la parole pour épiloguer sur la problématique des biens mal acquis. C'est une problématique qui n'en finit plus de faire réagir depuis pratiquement 20 ans sur le continent africain. La dernière actualité nous vient du côté de N'Djamena avec cette justement affaire qui concerne le numéro 1 tchadien qui a été plus ou moins accusé par les renseignements français et même le gendarme financier français du fait d'achats évalués à plus de 900 000 euros. Excusez du peu, on parle de costumes, on parle de chemises, on parle de bien d'autres articles de luxe et la question reste la même. Pourquoi est-ce que justement on a l'impression qu'au-delà de cette campagne de corruption, il y a d'autres enjeux. C'est pour cela que nous posons la question ce soir. Bien mal acquis, lutte contre la corruption ou acharnement. Jean-Moïse Mbok, c'est pas le premier. Mamad Idriss Déby ne rejoint qu'une longue liste de dignitaires africains qui ont été plusieurs fois tancés, épinglés du fait de cette question de bien mal acquis. Le président Obiangema, le président Sassou, le président Bongo, tous sont passés par ce même chaudron du bien mal acquis. Oui, en fait, pour sortir complètement du premier sujet, il faut que les gens retiennent clairement que ce que nous sommes en train de dire, c'est que les problèmes de l'Afrique vont être traités par des panafricains. Et là, on n'est pas en train de traiter une question d'âge, mais une question de fait. Quels sont les besoins des Africains? Quels sont leurs défis et comment répondre à ces problèmes? On a parlé d'eau, d'électricité, ainsi de suite. Bref, le développement. La question donc des biens mal acquis, dans un premier temps, et ça a commencé en 2007 en France, avec et la police et la justice, qui estimaient que les chefs d'État en poste, dont le président du Gabon, le président de la Guinée équatoriale et du Congo démocratique, estimaient que leurs fils avaient des biens de très grande valeur, que ce soit des immeubles, des véhicules, des hôtels particuliers comme les hôtels commerciaux, des yachts, des jets privés, et ainsi de suite. Ils estimaient donc que c'était inexplicable l'état des populations, l'état de cette nation-là et le type de biens que ces chefs d'État avaient. On soupçonne, dans un premier temps, des problèmes politiques, parce que c'est des chefs d'État qui s'émancipaient, notamment le président Bongo, qui s'émancipait, qui, en fait, n'avait pas besoin d'un chef d'État français pour être président du Gabon. Et il fallait donc trouver un moyen de mettre la pression. Ils ont trouvé un bon moyen, mais avec la mauvaise manière ou la mauvaise motivation. Parce que quand on dit qu'un bien est mal acquis, c'est de l'argent. Même s'il est converti en bien, on peut le reconvertir en argent et le ramener pour le bien de ces populations-là.
ont choisi simplement de saisir ces biens et de faire du chantage à ces différents chefs d'État. Alors, Jean-Maurice Mbok, je marque un temps d'arrêt pour la dernière actualité, celle-là qui, au sortir d'une enquête de Didier Plenel de Mediapart, que vous connaissez très bien, nous fait savoir qu'il y aurait des soupçons qui ont été plus ou moins avérés, qui nous font savoir que le président tchadien aurait dépensé pour près d'1 million d'euros en termes de costumes. D'abord, je reste sur la réalité de ces dépenses. Est-ce que ça ne vous choque pas? Non, c'est clair que ça choque. Qu'un pays tchadien comme le Tchad, même si, comprenons-nous, ça n'a pas été prouvé qu'il y a eu effectivement eu achat de 900 000 euros de costumes par le président Déby. Mais est-ce que lorsque des chiffres pareils, éventuels, sont évoqués, est-ce que ce n'est pas choquant? Mediapart, c'est qui? Mediapart, c'est un lanceur d'alerte. Oui, c'est Didier Plenel. C'est un lanceur d'alerte qui prend ces informations de l'Élysée. Mediapart dit ce que l'Élysée veut dire. Parce que, il faut, je dis bien, on a un vrai problème. C'est quand même caricatural. On a un pour vrai les journalistes d'investigation. On a un vrai problème, c'est que nos pays peuvent mieux faire pour le développement. Nos chefs d'État doivent mieux faire pour le bien-être des populations. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, et qui est rédhibitoire, c'est que pourquoi autant d'argent va dans des consommations finalement inutiles? Parce que même pour eux-mêmes, pour un individu, avoir 20 voitures, tu vas les conduire comment? Avec un pied ici, un pied là-bas. Tout ça est rédhibitoire, c'est ridicule, c'est mauvais, c'est méchant, c'est vicieux, c'est condamnable sur la terre, en enfer et même au ciel. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est rédhibitoire. Mais je dis, ils prennent un vrai problème avec de mauvaises motivations parce que on vous dit, voici votre argent qu'ils ont volé. On le bloque ici chez nous. On ne vous le remet pas. On ne vous le rembourse pas. On le bloque ici chez nous. On fait des procès à n'en plus finir, mais qui coûtent de l'argent à ces personnes. Ouais. Donc, c'est toujours l'argent du contribuable qu'on reprend. Bon, j'aurais eu dit que la France avait décidé depuis 2002 de rembourser un certain montant à la Guinée équatoriale. Via des aides de développement et tout. Alors, on comprend très bien que l'Afrique a un sérieux problème. C'est sa capacité de se tourner vers lui-même et de travailler pour le bien de ses populations. Voilà tout ce qu'on peut décrier avec la dernière énergie. Mais la façon, ils viennent faire comme si... C'est une autre forme de paternalisme. Hein. On vous aime beaucoup, on saisit les biens qui sont à vous, mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il y a un vrai problème, c'est de la gabegie, c'est du détournement, c'est même de la méchanceté sociale, de dépenser autant d'argent dans un luxe effréné. On a vu par exemple l'Office Obiang, oui, dans des finales, et voilà. des stars partout. C'est grotesque, c'est violent, c'est sauvage et ça ne sert à rien à l'Afrique. Mais la question à la suite, c'est que comment vous prenez cet argent pour nous le rembourser sous forme d'aide? C'est quel genre d'aide que vous attrapez un voleur et on l'amène sur le commissaire décide que bon, comme on a récupéré ce qui vous appartient là, on va vous le rendre petit à petit parce qu'on vous aime beaucoup. Non, on vous restitue votre bien. Donc à ce niveau, il y a un volet politique pour déstabiliser ces différents présidents qui, il faut le dire, leur fils exagère, parce qu'on vous parle du fils Bongo, on est à 19 millions d'euros. 19 millions d'euros. On est pratiquement à 15 milliards même. On vous parle du fils Bongo, 85 millions d'euros. L'office est bien, je n'ai pas envie de parler parce que vous allez tomber à la renverse. C'est pour simplement dire que les sommes qui sont décriées, c'est une sauvagerie grave. Quand le fils Déby se retrouve dans les mêmes écarts, je me pose quand même des questions. On est en train de dire aux militaires, on disait quoi, des éléments civilisés, civilisés. Bon, si c'est comme ça qu'il faut enlever le treillis, il reste avec sa tenue militaire. Parce que s'il faut enlever la tenue pour dépenser autant d'argent pour les costumes, ou alors que les Tchadiens n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau, je trouve que c'est grave, c'est dangereux. Pour sortir, c'est un vrai problème qu'ils sont en train de traiter une fois de plus à leur avantage. C'est devenu un instrument de chantage politique, c'est devenu un instrument
pour une fois de plus déstabiliser l'Afrique même dans sa gestion. Parce que comment vous, citoyens, vous regardez vos dirigeants quand vous entendez des choses pareilles? Il y a un malaise social qui se crée, qui s'installe, mais l'Afrique doit plutôt se dire, maintenant qu'on sait que c'est comme ça, comment on peut contrôler ça? Comment on peut juguler ça? Comment on peut adresser la problématique? C'est là que les élections présidentielles sont intéressantes. Parce qu'on choisit des candidats qui peuvent adresser ces questions de manière franche et sincère. Merci Jean-Moïse Mbok. Il faut préciser pour compléter cette actualité que le président Déby, qui devait se rendre du côté de Paris le 15 juin, a tout simplement annulé cette visite d'État et la présidence tchadienne a communiqué et a parlé de tapage médiatique absurde. Elle a plutôt pointé un doigt accusateur vers Sieur Abakar Manani, ancien ministre d'État, ancien conseiller, qui serait auteur de ces achats dispendieux Jean-Baptiste Satemangu. On se pose des questions. Comment est-ce qu'on en arrive à avoir autant de biens hors de son pays? Et je précise que le président Mobutu, par exemple, à sa mort, il pesait près de 5 milliards de dollars. L'État de RDC a-t-il vu un seul dollar encore une fois que le président Mobutu est parti? Comment est-ce que cela est possible d'imaginer autant de richesses en Occident alors que les pauvres Congolais du Kivu peinent à trouver de l'eau à boire? Je pense que c'est un phénomène lamentable, déplorable. Alors, vous avez dans le concert des nations où les relations internationales sont généralement interprétées de façon réaliste, donc en termes de rapport de force entre les États, où c'est la puissance et l'intérêt national qui priment. Donc, dans cette situation, il est normal que si vous offrez le foie à quelqu'un, qu'il en use contre vous. Comme disait le docteur Mbok, c'est un vrai problème. Oui. C'est un problème d'une approche sauvage de la gestion des affaires publiques. Purement sauvage. Parce que, alors, ça a été partout ailleurs aussi comme ça, hein, mais il y a eu une civilisation de la vie publique. C'est en ça que la démocratie peut être utile. À part que c'est une vraie maladie, personne n'y échappe. Nous sommes un jeune État encore et c'est normal en parlant sociologiquement parlant, je veux dire, c'est condamnable, mais quelque part c'est normal, mais il faut que les contraintes et les associations européennes qui, dans leur élan de contestation de la mondialisation antilibérale, ont initié ce problème, l'ont initié pour le cas de la France par exemple, après avoir effectué beaucoup d'avancées dans la pénalisation des actes coupables de corruption de leurs dirigeants. Pénalisation qui est récente. Des dirigeants français, depuis des siècles, le ministre français n'est jamais allé au tribunal parce qu'il avait une caisse noire. Et il y en a eu jusque dans les années 80. On sait comment les multinationales circulaient. C'est pour ça que le nom Elf a été porté disparu pour essayer de laver l'image de cette industrie pétrolière et de fondre dans une sous-marque, parce que Total était une petite marque. On a vu les condamnations avec le flot de gens. Mais donc, c'est dans cet élan de moralisation de la vie publique européenne que certaines associations, en relation avec des ONG et des activistes africains, ont initié à un moment donné cette notion de bien mal acquis. Et j'ai moi-même eu un enseignant, Jean-Marie Haribé, qui était très impliqué, qui m'a enseigné le cours de politique. Vous comprenez cette démarche-là, de vouloir faire le sauveur des pays africains, et une fois l'argent saisi, on ne sait plus quelle destination il prend? Non, le problème n'est pas seulement la saisie. Vous savez, quand on saisit, c'est la peine accessoire. Mais le plus important, c'est la condamnation même et la dissuasion. La dissuasion. Et puis la restitution. Bon, la restitution. C'est quand même important, la restitution. La restitution. 5 000 milliards du président Mobutu qui se promène dans la mort, alors que les Congolais peinent à boire de l'eau. La restitution est nécessaire, mais ça se négocie. Mais je veux dire, ce n'est pas une banque qui est venue prendre cet argent, c'est bien vos citoyens qui les ramènent. Et là, vous parlez des présidents. C'est la plupart des élites africaines. Il y a des commissaires priseurs. Et l'huissier fait un constat. On fait un état des biens, on les évalue même. C'est connu. Mais là, je veux dire, là, je dis que c'est une peine accessoire, mais ça, c'est quand on a
fini de vider le contention, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait même de ce qu'on a saisi? Quand on saisit les biens, le bois, je ne sais pas quoi. Depuis 1997, on n'arrive pas à savoir ce qu'on fait des 5 000 milliards de dollars, je précise. Mais il faut négocier. Avant d'aller s'occuper de ça, vous voyez très bien que les Congolais sont déjà envahis par une petite puissance, un petit pays qui prélève une bonne partie de leurs ressources, le Rwanda, qui occupe une partie du territoire. Donc, ce pays, effectivement, a beaucoup de problèmes. Et pourtant, c'est un grand pays avec un territoire, des populations. On ne sait pas comment ils en sont arrivés là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est condamnable, mais c'est nous-mêmes qui servons ces prétextes à ces grandes puissances ou puissances moyennes pour se venger et faire usage de ces situations au niveau des relations entre nos États. Dans un contexte où les rapports de force nous sont défavorables. Le problème de fond est que ça devrait nous éduquer. Nous ne devons pas le condamner. Moi, à l'époque, quand j'ai vu ces associations commencer leurs manifestations, il y en avait, il y a des étudiants de gauche, d'obédience, d'extrême gauche qui allaient. Bon, je les comprenais et je leur disais, pauvres nous-mêmes. Et si nos élites, parce qu'il n'y a pas que les dirigeants, si nos élites n'avaient pas cette tendance sauvage de prélever le peu qui est disponible au lieu de produire et de se sacrifier pour construire nos États, si vous nous aidez, pourquoi pas, à dissuader, à sensibiliser, parce que il faut que l'opinion publique internationale et nationale soit conscientisée. Les dirigeants européens eux-mêmes sont contraints, ils ont des amis parmi ces dirigeants. C'est la France qui a soutenu le président Déby. Donc quand il y a un petit scandale comme ça, ça gêne le président Macron qui attendait en visite d'État son collègue. Donc ces ONG font ce travail que je trouve nécessaire de dénoncer parce que ce n'est pas normal. Vous avez soulevé tous les problèmes que nous avons ici. Malheureusement, la sensibilisation ne va pas. Nous sommes au Cameroun, notre pays a à la tête un dirigeant qui, de mon point de vue, du point de vue d'opinion, n'est pas là pour s'enrichir, mais qui a même imposé une idéologie de moralisation. Mais vous voyez que 40 ans après, cette idéologie de moralisation, on a du mal à l'implémenter. Merci. On va de dérapage en dérapage. Donc, s'il y a des possibilités de faire, de dissuader, et avec le concours international, si on saisit, au moins ça dissuade, ça permet que certains sachent que tout ce qu'on envoie, de l'argent public qui devrait servir aux pauvres et qu'on expatrie, tôt ou tard, on ne pourrait pas en jouir. C'est bien une bonne chose que ça soit saisi là-bas. Voilà. Pour Stéphane Manunga, c'est déjà une bonne chose que ça soit saisi, mais Jean-Moïse Mbog insiste que ça soit restitué aussi, parce que beaucoup parlent de la fortune du président Mobutu, qui n'a jamais été restituée. L'ex-président camerounais, Amadou Ahidjo, pareil, on parle de beaucoup d'argent qui serait évaporé dans la nature, avec toutes les difficultés que le Cameroun a. Comment est-ce qu'on fait ces ONG nous aident à dénoncer, mais monsieur le maire, il y a eu des rapports où l'argent du président Amadou Ahidjo parfois n'aurait pas été restitué. Il faut faire des recherches pour savoir. Et c'est justement le travail des journalistes que nous faisons. Faites-le. Pour Stéphane Manunga, comment est-ce qu'on fait pour que ça revienne quand même? Parce que beaucoup d'argent africain sort. On a vu des voitures du vice-président équato-guinéen Théodorine saisies en plein Paris, des Ferrari, des Lamborghini, des hôtels particuliers pour le président Sassou. Et malheureusement, tout ça est récupéré, mais rien ne revient aux Africains. Non, il faut dire la vérité aux Africains. Il n'y a aucune chance pour que ça revienne. Et il n'y a même rien à faire. Malheureusement. Il n'y a même rien à faire pour que ça revienne. Malheureusement. Ce qu'on doit dire aux Africains, c'est que nos dirigeants doivent arrêter de partir avec nos richesses là-bas. Ouais. Parce que c'est un malentendu, doublement entendu entre les Occidentaux et nos dirigeants. Et à la fin, quand ils ne s'entendent plus, ça devient un moyen de chantage.
Parce que si l'Occident nous aimait, et s'ils aimaient trop la bonne gouvernance, et s'ils voulaient qu'on se développe vraiment, ça veut dire qu'à l'instant où vous venez déposer l'argent à la banque, Oui. on vous On demande, va déposer $1 milliard. Justement. Vous, président, personne ne s'en inquiète. on vous demande d'arrêter ça. C'est la preuve qu'ils ne sont pas là. En fait, c'est un prétexte. Ouais. C'est un règlement de compte Il y a un politique règlement, exactement. qui n'a rien à voir avec ce qu'ils veulent nous servir. Mais en même temps, moi, je suis heureux qu'ils fassent ça à nos dirigeants. Parce que c'est l'eau des bornes fontaines. C'est l'argent des bornes fontaines. C'est l'argent des écoles. C'est l'argent qui peut industrialiser l'Afrique, qu'ils prennent et ils partent déposer ça là-bas. Ouais. Donc, si ce n'était même que moi, les Français, par exemple, attendent d'abord que tu arrives dans leur territoire, ils t'arrêtent, ils te gardent là-bas. Non, c'est une vérité. Hein. Moi, je suis vrai. Je voudrais même que cette puissance aille un peu plus loin que ça. Ça veut dire qu'on te laisse, tu finis de voler dans ton pays, tu viens garder. Après, on attend même que tu viennes, on t'arrête maintenant. Pour les biens mal acquis là. S'il faut même que tu fasses la prison, s'il y a une réglementation, tu fais la prison là-bas. Parce qu'à la fin, c'est nous que tu paupérises. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a rien à faire. Parce que M. le maire l'a dit, les relations entre les États sont basées sur les intérêts. Et il n'y a rien à faire quand on a déjà récupéré cet argent. C'est un argent perdu carrément. Donc les gens qu'il faut taper ici là, Les Congolais n'ont plus qu'à pleurer les 5 ils milliards. doivent seulement pleurer et Non, comprendre il y a des que moyens c'est pour passé ça. dans les oubliettes. Stéphane, il y a des Oh. moyens. Il y a des moyens. Non, Aucun il y a des État ne moyens. va restituer Il y a cet des argent. moyens. Il y a des moyens. Je On dis peut- qu'aucun État ne on va peut vous trouver- restituer on cet peut trouver argent. des moyens. C'est comme si vous venez me donner de l'argent et vous dites que je vous restitue ça alors que Non, on vous peut n'avez rien trouver des demandé. moyens. Le fait même simplement de dire que c'est des biens mal acquis appartenant à, ça veut dire que ces biens ont un propriétaire. Et maintenant, on peut mener une négociation. Merci. Moi, je suis On d'accord peut avec faire vous. vous On peut poursuivez. mener une négociation. Avant que M. C'est ça que je Assoumani dis prenne la que- parole, conclure. c'est ça que je dis que dans les relations internationales, ce n'est pas l'église. Si on était à l'église, on devait récupérer ça. Mais là, on est dans les relations Et internationales. même à l'église, vous avez récupéré tout ce que le Vatican a reçu de nous. Nous donnons pas aussi l'impression qu'on ne peut pas parler. Nous donnons l'impression qu'on n'a pas Donc, il d'argument faut qu'on peut faire simplement- valoir. On peut même plus facilement récupérer des États que de l'église. Exactement. Donc il faut simplement dire à nos dirigeants de ne plus faire ça et dire à nos populations que on est d'accord. le problème ce sont nos dirigeants. Ce ne sont pas les pays qui parlent des biens mal acquis. Parce qu'ils ne demandent pas à nos dirigeants de prendre notre argent qui doit construire les routes et d'aller garder ça chez eux. Merci. Timothée Somba, bien mal acquis, un véritable c'est pas mais on en parle, mais les scandales se multiplient. Moi, je suis toujours gêné lorsque on crée le sentiment anti-élite en construisant l'impopularité des dirigeants africains. Comment est-ce que c'est bien mal acquis? Jugé de l'Occident, s'acquiert-il? 900 000 € de costume, ça ne Vous, vous parle vous pas? pensez qu'un chef d'État africain met de l'argent dans la mallette, il prend l'avion? Je vous pose une question. 900 000 € de costume. Stéphane, Le vous costume. m'avez posé une question, je réponds. Oui. Vous pensez que les dirigeants africains prennent de l'argent dans les mallettes, ils en proposent dans les sous d'avion, ils vont mettre dans les comptes à l'étranger ou dans les comptes offshore? Bon, il y a le témoignage d'un de ces personnages-là qui le faisait. Robert Bougie, pour ne pas le citer. C'est Robert Bougie qui transportait. Mais il y a même un Voilà. Africain, une des personnes incriminées là. Parfois, ces biens Non. résultent des conditionnalités des aides. Où on vous les propose, dans certains cas lorsqu'on vous aime, dans d'autres on vous les impose. C'est pas une excuse facile. Je ne dis pas que Une c'est... Ferrari, que quelqu'un roule à Paris, un appartement à Miami. Est-ce que- où est la conditionnalité? Stéphane, Non, lui il nous acceptait en espèces. sommes dans les faits. Nous sommes dans les faits. Je connais un Goliatheur camerounais multimilliardaire qui n'a pas réussi à se déplacer avec ses avoirs étant en France. Ils ont été saisis à l'aéroport. On lui a dit, vous ne pouvez pas sortir de France Non, avec parce un que tel dans- volume d'argent. Dans le sens contraire, ça ne passe pas. Voilà. C'est ce que Paul Stéphane nous disait, quand ça part dans l'autre sens, il Voilà. le savent, C'est ça. il Maintenant, accepte. qu'est-ce qu'il peut, Alors, qu'est-ce qu'il même peut dans le faire? sens contraire, on saisit. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a la valise diplomatique. il ne peut pas le chef circuler. de l'État a une immunité diplomatique, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent Mais la ça valise passe. diplomatique va transporter Donc, des les espèces milliards. peuvent entrer, oui. C'est compliqué. Il y a un volume d'argent que même la valise diplomatique ne peut pas supporter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans certains cas, on accepte les biens, pensant à un moment donné les renvoyer dans les pays d'origine. Mais c'est une mafia savamment organisée pour tenir les dirigeants africains qui, dans certains cas, n'ont pas la possibilité de refuser.
c'est souvent très compliqué dans certains cas. Pas dans tous les cas, parce qu'on connaît aussi des chefs d'État, des dirigeants boulimiques, il y en a. Mais dans certains cas, c'est difficile, parce que c'est de l'argent des rétro-commissions, des accords pétroliers qu'on transforme en biens et autres, et autres, et autres. Maintenant, comment est-ce que l'on peut lutter contre cela? Et c'est là que la responsabilité des chefs d'État africains intervient. Au Cameroun, par exemple, on a bien distingué le domaine public du domaine privé de l'État. Sauf que certains chefs d'État, dans des contextes où on ne connaît même pas quels sont les avantages réels des dirigeants, confondent la fortune de l'État à leur fortune privée et celle de leur famille. Parce que bien mal acquis, c'est quoi? C'est un bien acquis avec de l'argent présumément ou soupçonnement détourné. C'est ça un bien mal acquis. Et pourquoi cette présomption devient forte à ce niveau? C'est parce qu'on ne sait pas combien un chef d'État gagne. Or, si on sait qu'un chef d'État gagne tel montant, il peut donc épargner tel montant. Et avec ce qu'il a légalement gagné, épargné, il peut s'offrir des biens sans que cela nous pose problème. Mais combien de chefs d'État africains ont déclaré leurs biens? Parfois, ils acceptent ces biens au nom de l'État, mais une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir, ou à un moment donné, ce n'est plus l'État qui jouit des biens dont les populations, c'est leur famille uniquement qui jouissent des biens. Et c'est ce qui s'est passé dans l'affaire Théodorine. Les biens étaient acquis au nom de l'État de Guinée équatoriale, mais sous la jouissance d'une seule famille. Monsieur Soba, le problème de fond, le problème, c'est juste un mot. Le problème n'est même pas, supposons même que quelqu'un ait des revenus légaux clairs. Le problème, c'est la décence. En Europe, ils sont allés à un point, même si vous êtes ministre, dirigeant, héritier de milliards, vous devez vous interdire et vous imposer plutôt la sobriété dès que vous servez l'État. Vous ne pouvez pas voir devant un ministère français un fonctionnaire, même s'il a une fortune de milliards dans sa maison, dans sa famille, venir avec une voiture, une ML, une ceci, ce qu'on voit lié dans les ministères, les palais présidentiels africains. C'est pas possible parce que l'État doit s'imposer la sobriété pour l'image même de l'État. Donc, même si vous avez des revenus légaux, mais un premier ministre français peut s'acheter des V8 s'il le voulait. Mais il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? C'est pas qu'il n'aime pas le luxe. Un haut fonctionnaire français, il gagne 10 fois le salaire d'un haut fonctionnaire camerounais. Il peut s'acheter des V8. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que, mais un homme d'affaires français peut le faire, c'est son problème. Mais un haut fonctionnaire, jamais le ferait. Un député français, jamais le ferait. Un maire français ou d'un autre pays européen, jamais le referait. Parce que l'État doit être sobre. Merci. Et donner cette image-là pour que les citoyens fassent confiance. Au terme de l'émission, Jean-Maurice, insister sur les biens là qui doivent revenir. Même si c'est un combat que nous allons mener sur ce plateau. Les biens doivent revenir, les biens d'Afrique doivent revenir. Mesdames, messieurs, merci d'avoir réagi à ce qui était dit sur ce plateau. Merci d'avoir suivi. C'est du Gabon, c'est de Guinée, c'est du Côte d'Ivoire. Nous sommes ensemble. C'est Ouro Africa, votre tribune panafricaine, chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé, au Cameroun. Une fois que je l'ai dit, je ne peux que vous souhaiter une très bonne soirée et tout en nous promettant de nous retrouver bien évidemment sur les mêmes antennes, toujours avec le même sourire. Ici, c'est ça,